frimais quand t'étais enfant? Tu t'es déjà pris un râteau? C'était quoi les péchés capitaux dans ta famille? Qu'est-ce que tu penses du principe de la vengeance? Ben, écoute, moi, j'aime bien la vengeance. Charlotte Cardin, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Small Talk. Alors, ce qu'on fait ici, ça a beau s'appeler Small Talk, mais c'est le contraire de ça. C'est-à-dire que c'est vraiment des questions que tu poserais pas aux inconnus à l'arrêt de bus. J'adore. Et on peut commencer tout de suite, par exemple, par une question qui est vraiment pas du tout une question que tu poserais à ton voisin, c'est: est-ce qu'on t'a raconté quelque chose sur ta conception? Non, bizarrement, non, parce que mes parents nous ont juste tellement trop parlé ouvertement de sexe quand on était jeunes, ma sœur et moi. Le sexe, c'était vraiment pas un tabou à la maison. Après, ils nous ont pas raconté de détails sur leur vie sexuelle, mais le sexe n'a jamais été un tabou. Mais alors là, j'avoue que j'ai pas de détails sur ma conception. Quoique, quand on recule, moi, je suis née le 9 novembre, et si on recule, c'est à peu près le 14 février que j'ai été conçue, j'ai l'impression. Donc, c'était peut-être un moment torride de Saint-Valentin, mais j'ai pas la confirmation. Bébé de Saint-Valentin. Mais oui, mais peut-être qu'on va avoir la confirmation du coup à la suite de cette interview. Je vais leur poser la question. Oui. Et ils vous disaient quoi sur le sexe? Franchement, c'était vraiment en mode... Surtout avec ma mère, on pouvait poser toutes les questions qu'on voulait quand on était jeunes, ma sœur et moi. C'était genre, est-ce que c'est normal la masturbation? Est-ce que tel truc? Et vraiment, il n'y avait aucun... c'était important pour mes parents qu'on sache la vérité sur la sexualité. Et je suis très reconnaissante d'avoir été élevée comme ça parce que je réalise qu'il y a plein de familles pour qui c'est très tabou de parler de toutes ces choses-là, alors que moi, je comprenais même pas pourquoi ça pouvait l'être jusqu'à ma vie adulte où j'ai commencé à parler de ça autour de moi aux gens et je me suis rendu compte que... mais donc, c'était très... c'était sain comme approche, mais ça m'a vraiment juste permis d'avoir la vérité sur des trucs qui sont très normaux et naturels, quoi. Et c'est vrai que c'est relativement rare. C'est relativement rare, je m'en rends compte maintenant. Ouais. Mais ils ne t'ont jamais parlé, alors ni de leur sexualité à eux, ni de leur sexualité avant de se connaître eux deux. Ou de leur vie amoureuse. Si, un petit peu. Un petit peu. Un peu quand même. Ouais, non, c'est vrai que des fois dans ma famille, des fois c'est un peu le contraire. Genre, des fois, il y a des familles qui disent rien. Moi, des fois, c'était un peu genre, on dit tellement tout. Des fois, TMI, comme on dit en anglais. TMI. Too much information. Mais donc oui, un peu. Genre, je sais quelques trucs, mais voilà, j'essaie d'oublier. Ouais. I don't wanna know. Qu'est-ce qu'ils font, tes parents? Dans la vie? Ouais. Alors, mes deux parents sont des scientifiques. Ma mère, elle est épidémiologiste. Donc, elle enseigne l'épidémiologie aux étudiants en médecine à l'Université de Montréal. Et mon père, il est agent de brevet en biotechnologie. C'est-à-dire que y a des gens qui essayent de faire des innovations dans en matière de biotechnologie, je sais pas, une nouvelle machine pour un vaccin, quelque chose comme ça. Genre, ça serait genre. Et ils disent, tiens, j'aimerais bien que tu reconnaisses que cette chose est nouvelle. Et ton papa, il fait, c'est nouveau. Exactement. Alors, il rédige un brevet et il y a tout un truc selon les différents territoires, dans quel territoire ton brevet est reconnu, tout ça. Et donc, mon père fait ça dans la vie. Est-ce que tu te souviens, quand tu étais petite, comment ça se manifestait leur métier? Tu sais, quand on est petit, on comprend pas très bien ce que c'est qu'un épidémiologiste, ce que c'est qu'un brevet, tout ça. Même aujourd'hui. Même aujourd'hui, c'est un peu dur. Comment est-ce que ça se manifestait dans la vie de tous les jours? C'était quoi le métier de papa? Qu'est-ce que tu arrivais à en comprendre? Comment ça se voyait? Et de maman, hein. Ce que je comprenais de ma mère, c'est qu'elle était prof. Déjà, ça, donc elle travaillait sur ses cours. Donc ça, c'était la partie un peu plus facile à comprendre. Pour mon père, je savais qu'il portait un complet pour aller au travail, puis il travaillait avec des avocats, beaucoup. C'était un peu tout ce... Parce que c'est très lié au domaine légal aussi, la rédaction de brevets et tout ça. Donc pour moi, c'était un peu ça. C'était genre la figure de la prof et la figure plus du papa bureau. Costume. Costume, voilà. Mais parallèlement à ça, mes parents sont des grands passionnés de vin. Et mon père a démarré une entreprise d'importation de vin quand il était plus jeune. Et donc, les deux, ils travaillaient et dans le monde de la science et dans le domaine du vin.
Donc, moi, ce qui m'intéressait plus naturellement, c'était un peu tout ce qui était en lien avec le vin, parce qu'on voyageait quand on était petite, ils nous amenaient dans des vignobles. Pour tous boire ensemble quand vous étiez ben, petite? ils nous parlaient de sexe, ils nous faisaient boire. Mais non, c'était un peu plus en mode, on les accompagnait, mais oui, ils nous faisaient sentir, ils nous faisaient découvrir un peu tout ce rapport qui est très beau à la dégustation de vin quand on était petite. Et aujourd'hui encore, tu t'y connais? Un peu. Oui. Je suis pas une grande dégustatrice, mais je sais reconnaître ce que j'aime, ce que j'aime moins. Je connais un peu, mais... Et tu sais utiliser les mots que personne ne comprend pour parler de vin? Que ça sent les sous-bois? Ouais. Et que voilà. Un petit peu, mais je suis vraiment dans ma famille, je suis la moins calée dans le domaine. T'as une sœur aînée? Ouais. Est-ce que quand tu es née, elle était contente que tu commences à exister, ou alors elle aurait préféré que tu n'existes pas? Alors, elle était hyper contente. Hyper contente. On a 5 ans et demi d'écart. Elle était prête, elle se sentait déjà, elle avait eu son moment. J'ai pas pété sa vibe en arrivant. Et donc, elle s'est tout de suite occupée de moi comme si j'étais son bébé à elle. On a vraiment toujours eu un lien très, très, très proche. Très fusionnel. Ouais. Elle t'a jamais fait de coups fourrés de sœur? Non, vraiment, c'est toujours... non, I wish que j'avais une petite anecdote comme ça à te raconter, mais non, vraiment, au contraire, c'est... pas d'enfermement dans des placards ou de farces. C'est ce qu'on s'est fait des... non, mais c'est beaucoup mieux. Hein. Non, mais vraiment, on a toujours... Ça a toujours la cruauté des enfants, c'est toujours un peu rigolo, mais donc l'absence de cruauté, c'est mieux d'un point de vue moral, tu vois. C'est quand même mieux pour ma santé mentale d'aujourd'hui. Ouais. Est-ce que tu as été précoce comme bébé sur le fait de marcher, de parler, ou tu étais juste bébé normal dans les normes? J'adore toutes ces questions. On parle vraiment de l'enfance, vraiment de la conception. C'est chronologique, donc on commence par le début, en fait. Oui. J'ai été précoce sur le fait de chanter. Ma mère me dit que ça a été un peu plus long avant que je parle, mais je chantais avant même de parler, ce qui est assez mignon parce que... C'est-à-dire que tu faisais des mélodies sans les mots qui allaient avec. Des petites mélodies. Ma mère me chantait beaucoup de berceuses, des trucs comme ça, puis j'arrivais à recréer les mélodies vraiment toute jeune. Puis elle gardait un journal où elle notait plein de choses de notre enfance à ma sœur et moi. Puis on l'a relu récemment où elle dit « Charlotte ne parle pas encore, mais en revanche, elle chante tout le temps. Elle fredonne, elle invente des petites mélodies, tout ça. » Donc... Comme quoi. C'est quoi la première chanson dont tu te souviens? Parce que ça, tu t'en souviens pas si t'étais toute bébé et que tu faisais une mélodie. C'est quoi la première chanson dont tu te souviens que tu chantais, je sais pas, à la maternelle ou avec tes parents? Une des premières comptines que j'ai apprises, c'était Head and shoulders, knees and toes, knees and toes, knees... Ça dit quelque chose? C'est pour apprendre les parties du corps. Mais oui, mais je connais la mélodie, mais je savais pas qu'on pouvait le faire pour apprendre ces... donc ça, c'est ma première... Head and shoulders, knees and toes, knees and toes, knees and toes. Eyes, ears, mouth and nose. Voilà. Oh, c'est vrai et ça, c'était maternelle, ça? C'est garderie, même. J'allais à la garderie en anglais quand j'étais petite. Alors, je parlais à l'école en anglais, à la maison en français. Et j'apprenais des chansons en anglais toute petite. Et donc, tu as toujours été bilingue? Toujours été bilingue. Un petit retour arrière, alors que c'était vraiment au début. Avant la garderie. Avant la garderie. Le premier souvenir de toute ton existence, si tu sais. Toi, tu te souviens de ton premier souvenir de ton existence? C'est quoi, toi? Enfin, il y en a deux, mais à peu près à la même époque. C'est le souvenir de la main de ma mère sur le plafonnier de la voiture qu'on avait louée en vacances et qu'elle essaye de l'allumer et le bruit de ses ongles sur le plastique. Et tu sais, elle n'arrivait pas, elle le tripotait comme ça. Évidemment, ça, c'est pas un truc qu'on m'a raconté. Tu vois, c'est ce qui fait que c'est fort probablement authentique, quoi. Mais c'est rien du tout, mais c'est comme ça que précis. Et c'est comme ça que je suis arrivé à la conscience du monde, c'est avec le bruit d'une main sur du plastique. Est-ce que tu te souviens de l'odeur de la voiture neuve? Non, je me souviens pas de l'odeur de la voiture, mais tu sais, c'est un souvenir parfait, quoi. C'est un souvenir total. Le rythme de la main, exactement la position, c'est pas genre vague. C'est une catégorie de souvenirs sur laquelle tu peux faire play dans ta tête et ça dure pas longtemps. Mais le play, il est total sur ce que tu as vu, quoi. Wow. OK, attends, mais non, moi, j'ai pas de souvenirs comme ça. Oui. Mes premiers souvenirs, c'est plus des moments. Par exemple, si on parle de je sais pas, des premières fois où j'ai chanté pour quelqu'un, ou vraiment des moments où j'ai consciemment dû essayer de m'en souvenir. Mais là, ça, j'avoue que j'ai pas de souvenirs. Mais ça me donne envie de creuser dans ma mémoire. De chercher. Ouais, je vais chercher. C'est quoi ton pire souvenir d'enfance? Ou alors un très mauvais souvenir d'enfance? C'est quoi mon pire souvenir d'enfance?
Ça peut être très... Genre, on devient super deep. En fait, quand tu dis pire souvenir d'enfance, et que si quelqu'un te le sort, c'est que vraiment elle a déjà réfléchi à ça et qu'elle a fait une petite hiérarchie et qu'elle dit ouais, ça c'était nul, mais ça c'était encore pire. Donc juste un mauvais souvenir d'enfance, une tristesse, quelque chose de méchant qu'on t'a dit. Tu peux... Attendez, j'essaie de penser. C'est vraiment une bonne question, mon pire souvenir d'enfance. Ça avait l'air d'être globalement heureux quand même. C'était quand même une enfance très, très, très heureuse. Ton pire souvenir d'enfance, c'était juste un souvenir un peu moins exceptionnellement bien. Tu vois, ça peut être ça aussi. C'est vraiment pas le pire. Je pense que tout le monde a peut-être un souvenir comme ça, mais c'est vrai que la première fois que j'ai vu un cercueil ouvert, ça m'a vraiment traumatisée. La sœur de ma grand-mère était décédée et j'étais assez jeune. Donc un cercueil ouvert avec quelqu'un de mort dedans. Ah pardon, avec quelqu'un de mort dedans. Quelqu'un de... Non, parce que ça pourrait déjà juste être la boîte en elle-même, sans personne dedans. Non, avec une personne avec quelqu'un. Ouais. Et en plus, le prêtre qui était là à la cérémonie m'avait comme un peu forcé à la toucher, la défunte. Mais il m'avait comme dit, allez, vas-y, touche-la, touche son... Puis j'avais tellement pas envie de la toucher. Puis j'avais touché son... Ça, c'est vraiment genre un mauvais souvenir pour moi. Après, je comprends pourquoi les gens peuvent vouloir faire ça, mais ça, j'avais trouvé ça... Je devais avoir 6 ans, puis ça m'avait un peu fucké, ce moment-là. Ouais. T'as touché des morts depuis? Alors... Oui, mais là, en revanche, j'ai vécu quelque chose de très intense, mais de très, très beau à la fois. Mon grand-père a reçu l'aide médicale à mourir il y a 6 ans. Et on était tous avec lui au Québec. C'est légal, l'aide médicale à mourir, chose que je trouve très importante parce que mon grand-père était très malade. Puis c'était un homme qui était fier, un homme qui avait tellement fait des belles choses dans sa vie, pour qui sa famille, c'était tout pour lui. Puis là, il perdait vraiment sa dignité, il perdait toutes ses facultés de base. Et donc, il a fait le choix de partir, entouré de tout le monde qu'il aime. Et donc, on était avec lui, on était tous couchés autour de lui dans son lit d'hôpital, mais c'était dans un contexte qui était joli. C'était une chambre d'hôpital qui était vraiment pas... Elle faisait pas hôpital non plus. Il y avait son chien qui était à ses pieds. C'était un très, très beau moment dans ma vie et j'ai vu j'ai carrément vu le moment où il est parti. Et c'était selon ses conditions à lui. Et ça m'a fait réfléchir à plein de choses, mais aussi on a pu être avec lui dans ce moment-là. Donc oui, c'est la dernière personne morte que j'ai touchée. Ouais. Oui. Et dans des bien meilleures circonstances que ta grande-tante, voilà. dont tu te fichais peut-être un petit peu quand t'avais 6 ans aussi. C'est un peu, c'est la meilleure, c'est la mort parfaite en fait. Ouais. Selon tes propres termes, entouré de ceux que t'aimes. À ton rythme, moi, je trouve ça très important. Puis j'avoue que je comprends pas pourquoi c'est toujours pas légal en France et dans plein de pays qui sont très, très avancés à plein d'autres niveaux. Parce que mon grand-père, il avait aucune chance de se rétablir. Là. C'était vraiment, il était très malade. Il faisait du Parkinson depuis longtemps. Ouais, il souffrait de plein de choses différentes. Donc, donc je trouve ça très important et très beau à la fois. Pourquoi pousser les humains jusqu'au bout de leur dignité, pour moi, c'est inconcevable. De l'autre côté du spectre, est-ce que tu as un souvenir particulièrement joyeux d'enfance? De mon enfance, j'ai tellement de souvenirs. Ça, en fait, ouais. J'ai vraiment beaucoup de souvenirs joyeux de mon enfance. Mais j'ai de la chance. C'est souvent ceux qui peuvent être marquants, c'est les vacances. Ouais, j'ai des très bons souvenirs de vacances, effectivement. On a fait des beaux voyages avec ma famille. J'ai un si dans mes premiers souvenirs, d'ailleurs, quand j'avais 2 ans et demi, 2 ans et demi, on est allé en Tunisie avec ma famille. La tante de mon père habitait en Tunisie pendant plusieurs années. On est allé lui rendre visite. Et donc, un de mes premiers souvenirs, c'est l'odeur du jasmin, comme ça, quand on était... Il y a du jasmin partout en Tunisie. Donc ça, c'est vrai que c'est plus une mémoire olfactive. Mais ça, c'est vraiment un souvenir d'enfance extraordinaire. Ouais. J'ai appris à nager sans mes flotteurs dans la piscine. Il y avait tout un truc où des fois, j'ai l'impression que pendant les vacances ou pendant les voyages, on évolue de façon exponentielle. Puis j'ai senti, j'étais toute petite, mais j'ai appris plein de trucs pendant ce voyage-là en essayant d'imiter ma grande sœur qui faisait plein de trucs. Puis ça m'est resté. Je rappelle que quand j'avais le même âge que toi, il y a un petit garçon d'1 an de moins que moi qui a voulu faire la même chose dans la piscine dans laquelle on était au Portugal. La même chose que moi. Moi, j'étais sans mes bouées. Et lui, il a voulu faire, tiens, le grand, il fait ça, je vais faire la même chose. Sauf qu'il savait pas. Et donc, il a coulé comme une pierre.
Puis qu'est-ce que t'as fait? Et je me souviens de le regarder comme ça et je me dis, ça n'a pas l'air d'être normal ce qui se passe. Non. Il reste vraiment longtemps sous l'eau et non, je suis allé... c'est toi qui l'as sauvé? Je l'ai pas sauvé personnellement, mais j'ai prévenu quelqu'un qui était susceptible de le sauver. Ah ouais? Voilà, ouais. Et donc, mais il a été je crois sauvé. Il y a eu un petit... Il y a un petit moment où je l'ai pas sauvé. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas fait genre, oh mon Dieu, tu vois, j'ai fait... Il est en train de mourir. Ah, tiens, petit moment sadique, tu vois. Ouais, mais quand même, tu l'as sauvé. Je l'ai quand même sauvé. C'est toi le héros de l'histoire. C'était quoi les péchés capitaux dans ta famille? C'est-à-dire le truc, faut vraiment pas faire ça. Ah, mais quelle bonne question. Oh my God. Moi, dans ma famille, c'est le mensonge. Le mensonge. Genre, comme si c'est... Mes parents, c'est genre là, il faut toujours dire la vérité. Oui. Puis c'est vrai que depuis que j'ai ma propre conscience et donc qui est celle qui est plus rattachée totalement à ce que mes parents me... Je me dis que c'est vraiment pas la pire chose, le mensonge, en fait. Je pense que des fois, même que je pense que dans certaines situations, vaut mieux mentir un peu ou en tout cas cacher la vérité parce que, après, jusqu'à un certain point, évidemment, je pense que l'honnêteté, c'est super important, mais certaines situations dans lesquelles ça vaut pas la peine d'être 100% honnête. Toi, c'était quoi le péché capital familial? Le mensonge était... le mensonge. Était très élevé. Moi, c'était tellement un péché capital que vraiment, je mentais pas parce que on m'avait inculqué le fait que c'était très très grave comme toi. Mais il y a un moment en fait où je crois que j'ai menti une fois et j'ai fait mais comment ça marche trop bien. Aucune conséquence. mais voilà. Et genre ça enlève le problème en fait. Ouais. Est-ce que c'est toi qui l'as fait? Non. Ok. C'est clair. Et c'est tout. Et voilà. Et mais donc t'as commencé à mentir tard aussi toi. J'ai commencé tard à mentir. Et t'as vu que la foudre s'abattait pas sur toi. Non, mais après, mais c'est vrai que de manière générale, je mens pas trop, mais je trouve pas que c'est la pire chose quand même, le mensonge, quand on remet les choses en considération. C'est quoi la pire chose? Ben, je pense que l'inceste, c'est pire ou des choses comme ça, tu sais, quand même. Inceste, mensonge. Quand même un peu. Le meurtre, l'inceste, le mensonge ensuite, voilà. Ok. Et on t'a puni une fois ou pas dans ton enfance? Oh my God, grave, je me suis tellement fait punir. Oh my God. Oui, on se faisait vraiment gronder. Oui. Mais c'était genre, va dans ta chambre. Ça, je suis allée c'était vraiment aller dans sa chambre. Oui. Le truc aussi que je trouvais tellement humiliant, c'était, je sais pas si c'est une expérience universelle, mais aller dans le coin, le coin. Ça, avec le visage tourné vers le mur. Je me revois comme ça, genre dans le coin. Oui. Puis là, là, c'était genre non, je pouvais. Ouais. J'ai été dans le coin quelques fois, ouais. Je crois que c'est un truc qui se perd, mais c'est vrai qu'il y a un côté. Heureusement peut-être. Mais moi, j'avais ça en classe aussi. Au coin, les mains sur la tête. Ah ouais, c'est pire. Pourquoi les mains sur la tête? Je sais pas, ça augmente l'humiliation encore. C'est vaguement ridicule, tu vois. Ouais. Je pense qu'il y a un truc... les mains sur la tête ou les mains derrière le dos. OK. C'est déjà un peu moins pire derrière le dos que sur la tête. Mais je me souviens comme ça, et tu dis ah tiens, il y a un... Parce que tu un petit trait de crayon, tu deviens obsédé par les petits détails du truc, quoi. Ouais. Est-ce que quand t'étais à l'école, alors enfant, maternelle, primaire, on t'a déjà dit des choses méchantes dont tu te souviens? Oui, certainement. Mais... J'ai grandi quand même, j'ai eu de la chance, parce que j'ai quand même grandi avec une bonne confiance en moi. Donc, c'est vrai que j'ai pas retenu beaucoup de choses. Mais une fois, ça m'avait fait beaucoup de peine. J'avais fait un dessin d'un bonhomme avec des gros... Je lui avais fait, genre, c'était comme un effet de style. Je lui avais fait des gros yeux comme ça, puis il y avait une fille qui m'avait dit, mais genre, ça ressemble pas du tout à une fille. En fait, ça ressemble à rien, genre, ton dessin et tout. Puis ça m'avait tellement blessée, parce que moi, je pensais que, genre, j'avais innové, j'avais inventé un truc, un effet de style. Puis je me rappelle, en plus, elle était plus jeune que moi, la fille. Genre, elle avait 3 ans de moins que moi, puis elle était comme, il est trop laid, ton dessin. Puis je me rappelais, je m'étais tellement sentie loser à ce moment-là. Oui. Mais ça, c'est drôle, des fois, on retient des petites choses très anodines comme ça. C'est le moment où tu as une petite fierté, où tu as dit, genre, les yeux que je fais là. Ouais, c'est trop bien. Puis elle était venue vraiment diss le truc. Mais non, pas des choses très, très méchantes, quoi. Aujourd'hui, tu dois avoir des gens qui n'aiment pas. Ah ouais. Qui aiment aussi peu ta musique que cette fille aimait pas les yeux de mon bonhomme. Les yeux de ton bonhomme. Ouais. Comment est-ce que tu prends la critique? Je la prends de mieux en mieux. Bon, il y a de plus en plus de gens qui connaissent ma musique, qui me connaissent moi. Je suis quand même contente que ça arrive quand j'ai 30 ans, que je sais un peu mieux qui je suis, les valeurs que j'incarne et tout ça. Parce que c'est vrai que les réseaux sociaux, ça peut être très sans pitié, mais ça m'affecte pas tant que ça. Mais c'est vrai que n'empêche que je les remarque, les commentaires et tu négatifs. Que cela. On les remarque plus quand même que les commentaires. Il y en a 5000 machins et tu dis...
lui... Pourquoi toi? T'aimes pas ma robe. Mais un truc qui revient tout le temps, puis ça, vraiment, ça me saoule, mais c'est que les gens parlent tout le temps de mon corps. C'est genre, elle est anorexique, elle est trop maigre, elle est ci, elle est ça. Puis je trouve que c'est tellement un discours. Puis ça, d'ailleurs, c'est quelque chose que j'entends depuis que je suis toute petite. J'ai toujours été maigre, j'ai toujours été faite comme ça. Puis c'est un truc que je trouve tellement arriéré de genre parler tout le temps du corps des femmes. Il y a un truc qui est... Je trouve j'en reviens pas qu'on en soit encore là. Puis là, c'est les gens qui sont genre, mais on s'inquiète pour elle. Puis là, il y a genre plein de likes. Puis je me dis, mais en fait, même si j'avais un trouble alimentaire, si j'étais malade, c'est pas des commentaires comme ça qui aideraient. Genre, tu t'inquiètes. Merci. Bah écoute, j'hésitais avant de manger ce gros McDonald's. Je vais le faire immédiatement à la suite de ce commentaire. J'ai vraiment un truc que je trouve. Donc ça, c'est un truc qui m'énerve, mais pour la société en général, plus que juste pour moi, parce que franchement, là, je suis rendue vraiment habituée à ça. Tu te souviens d'une critique qu'on t'a faite? Tu as une sorte d'animosité envers la personne qui t'a fait cette critique, et qu'en fait, elle fait son chemin, cette critique, et que finalement, en fait, c'est positif et ça te fait grandir. C'est un peu long comme question. Non, mais c'est une super... ultra spécifique. Non, c'est vraiment une bonne question. Ça me fait réfléchir. Parce que oui, je sais que oui. Je sais que moi, il y a des trucs qui me touchent beaucoup. C'est genre, ça, tu vois bien que cette façon-là, t'es un peu en train de je sais pas quoi. Enfin, c'est un peu cliché ou c'est un peu machin. Et tu fais, non, c'est personnel. Ouais. Et en fait, ça reste. Ça te travaille. Et ça te travaille. Et en fait, tu peux aussi ne pas du tout être d'accord. Mais que s'il y a quelque chose de vrai ça peut faire son chemin. Ouais. Et finalement, à la fin, t'as avancé, en fait. Et t'es content et ça a amélioré ton art, en fait. Ben, une chose qu'on m'a dite il y a quelques années, mais c'est que et c'est plus par rapport justement à mes interviews. Oui. J'ai tendance à m'éterniser dans mes réponses, tout ça. Puis quelqu'un m'a dit, mais tu peux prendre le temps. Oui. Genre de réfléchir puis de donner une réponse concise, mais je travaille encore là-dessus. C'est un peu difficile. Ah ouais, ok, merci, c'est validé. Mais ouais, de prendre le temps de répondre en interview, mais je trouve ça dur parce que là, il y a le petit stress du silence qui peut s'installer. Puis là, tu te mets à patiner un peu autour de ta réponse. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait énervé un peu sur le coup, mais qui est vrai. Oui. C'est un peu vrai aussi que maintenant on demande des trucs. Combini, c'est quand même sauf dans Smalltalk, mais c'est quand même un très bon exemple de genre non, t'as un mot. Voilà, et tu peux répondre que par un mot. Qui es-tu en un mot? Genre, alright. Et tu vois des interviews d'il y a longtemps à la télé, des années 70, le rythme est souvent beaucoup plus posé. Il y a des gens qui réfléchissent pendant 7 secondes avant de dire un mot comme ça. Donc voilà, il y a peut-être. C'est beau en plus. Ouais, je pense aussi. C'est ouais. Tu frimais quand t'étais enfant? Qu'est-ce que ça veut dire frimer? Frimer, c'est to brag. C'est de se vanter. De se vanter. Non. Et tu sais, parce que les enfants, ils ont comme tendance à faire ça. C'est genre, moi, je suis allée à la piscine. Ouais. c'est nul. Et j'ai regardé un petit garçon se noyer au Portugal. Et maintenant, il est décédé. Donc toi, tu frimais pas? Alors non, mais je pense pas. Je pense pas que je frimais. Oui. Toi? Oh oui. Ouais. Et puis en plus, moi, j'étais le petit dernier, et donc mes parents, c'était un peu comme ça. Surtout ma mère, le prince. Et après, mais c'est très mauvais parce qu'ensuite, dans ta vie, tu crois que t'es super, et t'arrives au collège, tu fais genre. et là, tu te prends un énorme bâche de la vie qui dit bah non, en fait, ça va, mais que dalle, quoi. Et c'est dur parce qu'on t'a vraiment dit le contraire pendant longtemps, quoi. Ça te prépare pas bien à la réalité de l'existence, quoi. Est-ce que tu as eu un petit ami quand tu étais enfant? Alors, j'ai eu une histoire d'amour qui a duré de ma maternelle à ma 6e année. Ben, au Québec, c'est maternelle, 6e année, c'est genre donc de la maternelle à l'école primaire. L'école primaire. Tout mon primaire, donc genre peut-être de 6 à 12 ans, genre, ou 11 ans. Et il y avait un garçon qui s'appelait Axel, et qui s'appelle toujours comme ça d'ailleurs, mais j'étais tellement amoureuse de lui dès la maternelle. Et notre histoire d'amour a commencé par accident. À la maternelle, il m'a mis un doigt dans l'œil et il m'a égratigné la cornée. Et là, j'ai dû porter une patch de pirate pendant 2 semaines. J'avais honte, genre je me trouvais pas belle avec ma patch et tout. Mais on a créé un lien comme ça. Il m'avait presque aveuglée. Oui. Et j'ai tripé sur lui tout mon primaire. Mais on se l'est comme jamais vraiment dit. Genre, on n'a jamais été officiellement ensemble, mais genre, on s'aimait vraiment bien tout le primaire. C'était mutuel quand même. Je pense vraiment que c'était mutuel. Oui. Il m'avait écrit une chanson en 5e année, donc quand il avait peut-être 10-11 ans.
Puis c'était tellement beau, c'était bien écrit, c'était un poème. Puis moi, j'avais pris son poème, j'avais écrit une mélodie dessus. Donc en vérité, peut-être que c'est un peu grâce à lui que j'ai jamais pensé à ça. Mais la première chanson que j'ai écrite, c'était avec ses paroles de son poème. C'était très romantique, tout ça. C'était ta première chanson, c'était sur... Ben, maintenant que j'y pense, je pense que oui. Ouais, c'était sur ses paroles à lui. J'ai toujours dit que c'était un peu plus tard pour un projet d'école, mais là, maintenant que je pense à ça, je pense que ma première chanson, c'était Paroles par Axel Diaz. Et où est Axel Diaz aujourd'hui? Je sais pas. On s'est complètement perdu de vue. On s'est recroisés dans le quartier à Montréal une fois, mais vraiment, on n'a pas d'amis en commun. Mais je sais que je crois qu'il est toujours à Montréal, mais c'est Et tu te souviens de la chanson ou pas? Je me rappelle, c'était... Les premières paroles, c'était « These days have been so hard, so insecure, I need a guard ». Quand même pas mal pour... il y avait 10 ans. Ouais. Bah oui, balèze, oui. Et puis moi, j'avais écrit assez bien, non? Ouais. Puis je m'étais dit, on va être genre, on va se marier, puis on va écrire des chansons ensemble. Oui. Et finalement, ça s'est arrêté à l'âge de 10 ans. Voilà. Exact, ça s'est terminé. Est-ce qu'il y a des trucs dans l'éducation que tu as reçue que tu te dis que tu vas pas appliquer aux enfants que tu auras peut-être? Déjà, je vais pas mettre mes enfants dans le coin. Ça, c'est... Un tout petit peu plus... Un peu moins d'informations sur le sexe, peut-être. Un tout petit peu moins. Mais oui, je pense que c'est surtout, je pense à ça, puis j'ai vraiment eu des très, très bons parents, là, j'ai vraiment de la chance, mais c'est vrai qu'on s'est fait engueuler très fort, ma sœur et moi. Ça, c'est comme... Et il y a un truc où aussi, des fois, à la maison, ça se parlait pas très bien. Tu sais, c'était comme, tout était dans l'intensité chez moi, et je pense que ça fait aussi partie du fait que je suis artiste. Ça m'a vraiment nourri de plein de choses qui m'ont inspirée artistiquement, mais ça m'a aussi un peu foqué à certains niveaux. Et je pense juste comme baisser un petit peu l'intensité, utiliser des mots un peu plus doux. Il y a un truc très latin dans la façon de se parler dans ma famille, puis je vais peut-être tone it down un petit peu. Ouais. T'étais bonne à l'école? Ouais, j'étais bonne à l'école. Ouais. Genre dans les premières? Pas dans les meilleures, mais genre très bien. Très bien, ouais. Est-ce que quand t'es arrivée au collège, donc c'est-à-dire à partir de 11 ans, quoi. Ouais. Le collège, c'est de 11 à 14, en France en tout cas. Quoi. Donc c'est un moment un peu crucial et c'est souvent un des moments les plus cruels. Ouais. Et où en plus la population est très hiérarchisée entre les cools et les pas cools. Ouais. Dans quelle catégorie est-ce que tu te situais, toi? Est-ce que tu étais dans l'aristocratie du cool, la classe moyenne du cool ou le prolétariat du cool? J'étais pas très cool. J'étais, je pense, milieu, correct. Au début du collège, j'étais amie avec quelques filles très, très cool qui ont décidé qu'elles voulaient plus être mon amie, genre du jour au lendemain, et elles m'ont complètement rejetée. Donc, je me suis retrouvée avec une amie qui est toujours vraiment une de mes meilleures amies, Aurélie, elle s'appelle. Elle est exceptionnelle et donc, pendant plusieurs mois, j'avais juste Aurélie qui était comme mon ancrage, Et j'ai fait un talent show à l'école, j'ai chanté. Et j'étais comme dans les plus jeunes de l'école, c'était toutes les années au-dessus et tout le monde avait adoré ma prestation. C'était genre tout un truc. Puis là, les cools, elles sont revenues me voir puis elles m'ont dit « On veut redevenir ton amie ». Puis là, je me suis dit... Ah, t'as eu quand même la présence d'esprit parce que moi, j'aurais fait « Oh, merci, c'est cool ». Ah non, j'ai tout vu, puis j'étais genre « Oh my God ». Donc non, ça, c'est le moment où je me suis dit « Mais en fait, je préfère tellement être pas cool puis genre faire mes trucs puis être avec justement une ou deux super bonnes amies qui vont être... et qui sont d'ailleurs toujours à mes côtés. Alors que les pétasses, où elles en sont aujourd'hui. Who knows? Et tu sais ce qui avait mené au fait que tu sois rejetée par ces 3 pétasses? On va arrêter de les appeler pétasses, c'est comme des filles de 11 ans et demi, donc voilà. Mais non, c'était tout un truc de genre, j'ai su que t'as parlé dans mon dos de ci, de ça, qui était pas vrai au final, parce que moi, je les adorais, mes amis, mais c'était des enfantillages qui ont juste pris une ampleur. Mais ça m'avait vraiment fait de la peine sur le coup. C'était genre du jour au lendemain, je perdais tous mes repères, mais qui au final, en fait... Ça m'a permis de me refaire des nouveaux repères tellement plus solides. Tu te souviens de la première fois que tu as embrassé un garçon? Oui. Ouais. Très beau moment. C'était au collège? C'était au collège. Ben moi, j'allais dans une école de filles, donc c'était pas dans le... Mais c'était pendant mes années de collège. Je pense que j'avais 14 ans, mon premier baiser. Et j'étais au Mexique en voyage avec mes parents dans un tout inclus, genre un hôtel comme ça. Puis j'avais rencontré un garçon du Utah, un Mormon.
Oui. Et on s'était frenché sur la plage toute la semaine. C'était top. Mais c'est pas contradictoire avec le mormonisme, ça, Ben, de je sais de pas, frencher j'avoue, les gens sur les plages? faudrait lui demander. Oui. Mais c'était très intéressant parce que moi, je connaissais rien de cette religion-là. Puis là, il me parlait de Jésus, de plein de trucs. Puis après ça, on se roulait des pelles. Puis après, il me reparlait de Jésus. Puis il m'avait même donné, à la fin, il m'avait donné sa Bible. Oui. Puis j'étais genre, il était comme... Oublie-moi pas, voilà, je te donne le Book of Mormon. Donc, je lui avais dit au revoir avec le Book of Mormon dans les mains, comme ça. Et je l'ai jamais lu. Ce monsieur-là, il est pas toujours sur, je sais pas, ami avec toi sur Facebook ou sur... Ben alors, moi, j'ai plus Facebook depuis des années. Depuis que ça a cessé depuis que c'est devenu ringard, en fait. Depuis très longtemps. Oui. Mais, ce qui est drôle, c'est que, anecdote folle, il y a peut-être 1 an ou 2, on était avec Alyosha dans notre quartier. Et on croise une Américaine qui me dit « Ah, Charlotte, I love your music. » Elle me dit « Je viens du Utah. » Elle me dit ça. Puis je dis « Ah, c'est drôle. » Je dis « Mon premier baiser, c'était un garçon du Utah. » Elle me dit « C'est qui? » Puis là, j'ai dit « Mais c'est sûr que tu vas pas le connaître. » Je lui dis son nom. Puis elle me dit « Ben, je le connais. » Puis là, j'ai dit « Mais c'est impossible. » Elle me dit « Oui, je connais sa famille, tout ça. » Et là, j'en revenais pas. J'étais comme « Mais le monde est tellement petit, c'est trop drôle. » Et j'ai écrit une chanson qui s'appelle « Did Life Work Out For You ?» dans laquelle, et je l'ai sortie l'an dernier, cette chanson-là, puis c'est une chanson dans laquelle je raconte exactement cette anecdote. Je dis « J'ai croisé quelqu'un qui te connaissait et il m'a écrit un message à ce moment-là quand j'ai sorti la chanson. Il m'a dit « Ça m'a vraiment touchée, tout ça. » Mais c'est juste une chanson dans laquelle je me dis, évidemment, on a complètement perdu le contact. On a des vies tellement différentes. Lui, il est marié, il a des enfants maintenant. Ce que j'ai appris par la donc ça a work out for lui. Quand même. Donc, ça a très bien work out for him, exactement. Mais c'est une belle histoire au final parce que c'est juste une chanson dans laquelle je me demande, en fait, en me disant est-ce que tout va bien pour toi sans avoir, évidemment, de sentiments. C'est juste un souvenir sans qu'il y ait une permanence de la chose. Quoi. Exact. Tu t'es déjà pris un râteau frontal? Non. Tant mieux, mais j'essaie de me dire, est-ce que... C'est très désagréable. J'ai déjà... Toi oui? C'est l'absence de râteau, c'est mieux. Je crois que c'est mieux. Je crois que c'est mieux. C'est assez blanc-noir. Unanime. Voilà, c'est unanime. Non, mais j'ai déjà... j'ai déjà demandé par message à quelqu'un s'il voulait venir prendre aller en date, puis il m'a dit qu'il était gay. Donc, c'est une sorte de râteau, mais il y a de très bonnes raisons. Tu vois, il y a une bonne raison, donc c'est comme le plus près d'un râteau que je me suis pris. Ouais. Tu t'es rebellée contre quelque chose à l'adolescence ou pas? Pas vraiment. Non. Je me rends compte que je te raconte tout ça, ma vie, je suis tellement vanilla. Vanilla. Non, mais je me suis pas vraiment rebelle. Ma sœur était la rebelle, attends, mais ça crée des... Puis je pense que, puisque je l'ai vue, elle, se rebeller contre tout... Et du coup, ça crée des engueulades folles à la maison. C'est un truc où moi, j'ai comme un peu plus pris Je me suis fait un peu plus discrète à l'adolescence. Mais je pense que là, ça a fait des chansons, plein de trucs dans lesquels je me pose plein de questions. Mais non, je me suis jamais vraiment rebellée. T'étais épanouie comme adolescente? Quand même. Non, mais c'est-à-dire que j'étais quand même déprimée. J'étais quand même un peu... Et puis, je m'en rends compte maintenant... parce qu'à l'époque, c'était plus... J'ai trouvé l'adolescence difficile... Mais je pense que puisque j'avais une grande sœur qui vraiment était très vocale et qui, elle, se rebellait de plein de choses, moi, je vivais plus ces difficultés-là, peut-être un peu plus en silence. Oui. Mais si, j'ai été quand même un peu... j'ai fait une dépression quand j'étais très jeune, genre vers 12-13 ans. J'ai eu des moments vraiment difficiles, mais j'ai été très, très encadrée par ailleurs. Puis mes parents étaient très ouverts et donc très vite, on a parlé de santé mentale, ils m'ont fait aller voir des psychologues. Il y avait vraiment un encadrement, mais j'ai eu des moments très dark quand j'étais ado. Et de rester dans ta chambre à écouter de la musique triste? À écouter de la musique triste et juste me sentir tellement isolée, de ne pas comprendre pourquoi j'étais sur cette planète. Mais j'ai vraiment eu la chance d'avoir un soutien familial et de mes amis avec qui on pouvait parler de ces choses-là ouvertement. Puis ça aide tellement. T'as commencé à être mannequin tôt? Quand même, vers 15 ans. 15 ans.
Comment ça s'est fait entre le moment où tu n'étais pas mannequin et le moment où tu étais mannequin? Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Qu'est-ce qui a fait que... Ben, il y avait des filles à mon école qui étaient déjà mannequins, puis je trouvais que ça avait l'air chouette. Puis je m'étais juste présentée à une agence à Montréal. Ils faisaient, je pense, une fois par mois ou une fois un genre de casting ouvert où tu pouvais juste te présenter. Puis j'étais juste allée avec ma mère, puis j'avais dit j'aimerais être mannequin, puis ils m'avaient signé. Ça s'était fait très naturellement. Puis comme ça, après, je faisais des petits contrats locaux par-ci, par-là, mais sauf que je priorisais toujours l'école quand même. Je manquais pas d'école pour faire des contrats ou des trucs comme ça, mais j'ai commencé à travailler pas mal, puis les étés, j'arrivais à faire des sous en étant mannequin, mais c'est jamais quelque chose que j'ai aimé. C'est vrai. Oui, t'as beaucoup dit que c'était une mauvaise expérience dans le sens. Ouais. Somme toute, ça a été une assez mauvaise expérience, mais ça m'a quand même vraiment permis d'avoir une liberté financière qui existe juste pas à cet âge-là d'habitude, qui m'a permis aussi de pouvoir commencer la musique en ne devant pas stresser de pouvoir payer mon loyer, mes trucs, parce que j'avais encore ça en à côté qui me permettait de bien gagner ma vie. Puis ça m'a donc vraiment aidé quand même à un certain niveau. Mais ça a quand même laissé des séquelles sur mon estime de moi qui sont... Je vais très bien et mais c'est vrai que on se fait dire des choses, on se fait objectifier. En tout cas, moi, de mon expérience en tant que mannequin, il y a vraiment des moments que j'ai vécus qui sont horribles et que je souhaiterais à personne, surtout pas à cet âge-là. Tu sais, quand on a 15, 16, 17 ans, on est tellement malléable, on est tellement influençable, puis de se faire dire des choses atroces par des inconnus, c'est pas souhaitable. T'as un souvenir d'une de ces choses? Ouais, ben j'en ai plein, mais déjà des souvenirs avec des photographes qui étaient vraiment fucking limite alors que j'étais mineure, ça j'en ai plein. Mais je pense que le souvenir le plus choquant, c'est une fois, j'étais venue à Paris pour une Fashion Week et j'avais un casting pour un grand magazine et tout. J'étais hyper excitée d'avoir ce casting-là. Et on m'avait demandé de prendre des photos de moi pour voir si bon. Puis je portais un pull, puis il m'avait donc dit, peux-tu enlever ton pull pour les photos parce que bon, on veut voir ton corps. Donc, mais j'avais rien en dessous, fait que j'avais dit, ben j'ai rien en dessous, mais ils disent, bon, c'est pas grave. Alors, donc, je me fous à poil, comme ça. Je suis juste en string, ils prennent des photos de moi. Puis ils regardent les photos, puis ils se disent entre eux, mais on est comme ça. Ils disent, mais elle est tellement large, en fait. Elle est tellement large. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Elle est trop large. Puis à ce moment-là, en plus, franchement, mon poids, on en a même parlé en début d'entrevue, mais ça n'a jamais été un truc qui m'a insécurisée ou j'ai toujours vraiment j'ai eu de la chance de toujours être bien quand même somme toute dans ma peau, mais ce moment-là je me suis vraiment dit mais c'est une industrie tellement toxique. Puis il pointait à des choses, il me disait son nez est un peu ci ça, puis genre mais devant moi comme si j'étais pas là. Puis ça vraiment j'ai juste trouvé que c'était tout ce qui va mal dans le monde qui était juste comme j'ai vraiment trouvé ça horrible comme moment. Puis j'y repense souvent à ce moment-là en me disant mais qu'est-ce que je faisais là? Mais en même temps, c'est ce moment-là qui m'a fait quitter la mode. Je me suis dit, OK, non, ça y est, c'est fini. Je pense que j'avais peut-être 19 ans à ce moment-là. Je me suis dit, never again. Genre, je me tape pas ça. Surtout qu'à ce moment-là, c'était tellement clair pour moi que je voulais faire de la musique. J'étais déjà en train d'écrire mes chansons. J'avais déjà ce truc qui me passionnait, qui me faisait sentir tellement vivante, qui me faisait sentir tellement belle, mais d'une façon tellement plus importante. Que j'étais genre, mais fuck this shit, qu'est-ce que je fais ici, en fait? Puis c'est ce qui m'a fait quitter. Donc, quelque part, je suis peut-être un peu reconnaissante d'avoir vécu ce moment-là parce que j'ai juste tiré la plug après ça. T'as pas eu quand même des gens que t'as rencontrés, peut-être d'autres filles qui vivaient la même chose que toi au même moment et avec lesquelles vous pouviez vous entraider ou Oui, mais je me suis jamais fait beaucoup d'amis dans le milieu. Mais je pense que c'est parce que moi, j'ai toujours eu un peu une réticence. J'ai toujours senti j'appartenais pas tout à fait à ce milieu-là, donc j'arrivais pas nécessairement à connecter avec les gens qui vraiment étaient bien dans ce milieu-là, parce que moi, j'étais tellement pas bien là-dedans. Puis après, j'ai beaucoup de respect pour les mannequins parce que c'est vraiment difficile comme métier. Pour vrai, c'est genre, en tout cas, de mon expérience, c'est 1000 fois plus difficile que de faire de la musique et plus insécurisant à tellement de niveaux. Mais non, je me suis pas vraiment c'est pas l'image qu'on en a. On se dit que la plupart des gens en ont. Ils vont se dire mannequin. Tu te fais belle, et tu marches. Ouais, mais c'est. Et en fait, s'il y a des épreuves dans le genre de celles que tu évoques. Puis c'est
toutes les mannequins ont déjà vécu quelque chose comme ça. Là. Vraiment, moi, c'est comme une expérience comme ça, mais à n'importe qui, il y en a des 10 fois pires. Mais non, je me suis jamais vraiment fait d'amis dans le milieu. Ouais. T'as fait quoi comme études après le bac? Alors, j'ai fait au cégep, au Québec, on a un système scolaire qui est différent. Après le bac, on a 2 ans de ce qu'on appelle le cégep. Oui. C'est entre le bac et l'université. Oui. C'est un peu plus précis que ce qu'on étudie pendant le bac, mais moins précis que ce qu'on étudie à l'université. J'ai fait mon cégep, mais je suis jamais allée à l'université. J'ai commencé à faire de la musique à temps plein après. Oui. Au début de mon cégep, j'étais en sciences. Oui. Puis après, j'ai changé pour aller en art parce que j'ai juste compris que c'était ça ma voie. Et pendant ces 2 ans-là, tu as appris des choses qui te sont restées ou pas? Ou c'est quand même. J'ai fait il y a certaines choses qui me sont restées, d'autres qui me sont moins restées. J'ai fait des cours de maths hyper avancés. C'est-à-dire hyper avancés pour ce que j'en ai retenu maintenant, mes tables de multiplication. Genre, j'ai vraiment du mal. Mais j'ai fait calcul intégral, calcul différentiel, tout ça. Je peux même pas croire. J'ai retrouvé une page de notes que j'avais faite, que ma mère avait gardée, puis je me suis dit, waouh, c'était les beaux jours de mon intelligence. Oui, ça t'évoque plus rien quand tu les regardes. Ça ne m'évoque plus rien. Quand tu regardes aujourd'hui. Ouais. T'as fait quoi avec la première somme d'argent importante que tu as reçue? Qu'est-ce que j'ai fait avec la première? J'ai placé mon argent à la banque. J'étais très... La sagesse. J'habitais toujours chez mes parents à ce moment-là. Puis je me suis dit, je vais éventuellement vouloir aller en appart, tout ça. Donc, j'ai mis de côté. Puis quand je suis allée en appart, j'ai pu me prendre un joli appart dans un quartier que j'aimais pour mon premier appart, mais rien de très flamboyant. Oui. Non, c'est remarquable. T'as pas tout claqué en Gucci ou en truc très cher. Quoi. Non, je me rappelle, je m'étais acheté un sac à main de la marque Coach, qui était en cuir vraiment joli, bleu. Ça, c'était comme un... Mais c'était pas non plus une dépense folle, mais pour moi, à l'époque, c'était quand même... Je me gâtais en achetant ça, mais c'était pas... Puis j'ai voyagé aussi. Dans Small Talk, il y a toujours un moment quand même, on parle de ce pourquoi la personne est connue vraiment. Et là, c'est ce moment-là. J'aimerais bien, si c'est possible, que tu m'expliques comment tu crées une chanson, mais vraiment du début à la fin. Alors, tu l'as touché un tout petit peu avec l'histoire du Mormon. Oui. Mais le processus du début à la fin. Mais c'est vrai que c'est un processus qui varie. Chaque chanson, pour moi, a été composée de façon un peu différente. Oui. La plupart de mes chansons, je les ai composées avec mon très bon ami Jason Brando, qui est mon partenaire créatif depuis très, très, très longtemps. Ça fait genre 13 ans qu'on fait plein de choses ensemble, qu'on écrit ensemble. C'est lui qui produit mes albums aussi. Et donc, ma façon préférée de composer, c'est vraiment d'être en studio, souvent avec Jason ou avec une autre personne de confiance, parce que ça permet d'échanger. Tu sais, pendant longtemps, j'écrivais mes chansons seule, je m'isolais, je pensais à des trucs, mais ça créait un système très solitaire dans lequel je me sentais isolée. Donc, de coécrire, c'est vraiment ma façon préférée. Donc, par exemple, je vais être en studio juste avec Jason. Il y a beaucoup d'humour qui est inclus dans mon processus créatif aussi. Juste, on déconne pendant 90% de la session. Puis là, hop, des fois, on part sur un sujet qui nous inspire, puis on commence à se poser des questions. On se rappelle des trucs. C'est vraiment comme une conversation. C'est très ouvert. Idéalement, on est dans un... Attends, vas-y. Mais ça, c'est pour les paroles? Pour uniquement tout. Pour Souvent, tout. C'est pour tout. Pour les mélodies aussi. Pour les mélodies aussi. Des fois, c'est juste que quand t'es en processus créatif d'album, tu sais, t'as tellement écrit de chansons, tout ça, que des fois, il faut juste comme relancer l'inspiration. Puis je trouve que ça part souvent de la conversation, des blagues. Donc, idéalement, t'es dans un contexte où t'as accès à des instruments. Jason, il produit. Donc, des fois, il me fait écouter des mélodies, des trucs auxquels il a pensé la veille, tout ça. Moi, des fois, j'ai des petites idées au piano, mais ça se construit un peu tout en même temps. Et c'est vraiment intéressant à vivre, parce qu'à chaque fois, il y a un peu ce sentiment de comme, on commence la journée, on n'a rien, puis on finit avec une chanson. Donc, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit nulle, il y a quand même, on a créé quelque chose de toute pièce. Puis ça, c'est vraiment un sentiment de fierté. Mais pour moi, en tout cas, c'est paroles et musique en même temps. Des fois, c'est Jason qui va amener une idée en studio, un beat, ou des fois, c'est moi qui ai une mélodie ou un concept, mais souvent, ça prend forme en même temps. Et c'est quoi ta méthode pour ne pas qu'on s'ennuie dans une chanson qui dure 3 minutes? Parce qu'il y a toujours ce truc, tu sais, où ça commence, bonne idée, refrain, ok, vas-y. Et maintenant, il faut qu'il y ait un deuxième couplet où on s'ennuie pas par rapport au premier. Ouais, et une évolution. Oui, qu'il y ait une évolution. Est-ce que t'as une méthode pour ne pas qu'on s'ennuie? Ben, souvent, les maquettes
de base sont un peu ennuyantes à ce niveau-là. On écrit une chanson, le premier jet, il va souvent être un peu linéaire. Oui. Donc ça, c'est le travail qui vient après l'écriture principale de la chanson, le travail de production, de trouver des éléments qui vont permettre un peu une élévation de la chanson, un crescendo. Mais souvent, moi, ça se fait dans les jours suivants l'écriture. Tu sais, des fois, tu as l'idée principale, tu as ton refrain, tu as un couplet, tu as l'ambiance générale. Mais des fois, c'est genre le 30% qui reste, il est difficile parfois à trouver parce que moi, ça m'est souvent arrivé d'avoir une chanson que j'adore, mais effectivement, après 1 minute et demie, il n'y a aucune progression et ça devient trop linéaire. Puis souvent, c'est des chansons que je finis par ne pas sortir. Oui. Mais c'est un truc que... On se pose la question quand même. Puis surtout qu'on s'attache à nos maquettes initiales. Puis des fois, c'est quand on les fait entendre aux autres qu'on a le commentaire de genre, OK, mais il pourrait y avoir un petit truc. Nous, on se rappelle du moment où on a composé, on se rappelle de toutes les petites subtilités que les gens ne reçoivent pas nécessairement quand ils écoutent la maquette. Donc, pour ça, c'est vrai que de faire entendre ces démos initiales à notre entourage, ça peut vraiment aider. De les regarder quand ils écoutent comme ça, genre, est-ce qu'ils... Puis s'ils parlent tout le long, s'ils l'écoutent puis ils se mettent à te parler tout le long, tu sais que c'est out, c'est mort. Tu fais Bercy le 30 avril prochain? J'ai trop hâte. Peur? Non, plus c'est une excitation. Vraiment une excitation. Mais c'est pas un si grand changement d'échelle. Ben, ça va vraiment être la plus grande salle que j'ai jamais faite. Mais c'est vrai que là, on a fait un Zénith. À Montréal, on a fait un petit aréna de genre 10 000 personnes. Fait que bon, là, c'est 15 000. C'est quand même pas mal plus. J'ai déjà joué à des grandes foules, mais c'est vrai que c'est Bercy. Il y a un truc où même symboliquement, c'est excitant. Et oui, c'est complet. C'est complet, depuis un moment. C'est complet, c'est le 30 avril prochain, quoi. Oui. C'est dans 8 mois, quoi. Ouais, c'est assez incroyable. On a plus d'1 an d'avance, on a sold out. J'ai pas les mots, c'est trop excitant, c'est génial. La dernière partie de l'interview, ça s'appelle toujours En vrac. C'est des questions qui sont plus chronologiques, qui sont en vrac. En vrac, parfait. Si tu étais obligé de changer quelque chose sur ton corps ou ton visage, t'es obligé. C'est pas genre, t'es obligé de choisir un truc. Qu'est-ce que tu changes? Obligé. T'es obligé, c'est obligé. Sur mes pieds, j'ai des oignons sur le côté. Oui. Ça, tu sais, ça, c'est pas le best. Les oignons de pied. Les oignons de pied. Je sais pas si on peut enlever les oignons de pied. Non, mais dans ton jeu, on peut. Oui, c'est vrai que moi j'imaginais le domaine, mais ça se trouve si en plus que ça se trouve on peut tout à fait, on peut probablement enlever les oignons. Mais je porte des orthèses déjà. Donc des quoi? On appelle des orthèses, comment on appelle ça? Des semelles. Des semelles, ouais. Mais des semelles orthopédiques. Des semelles orthopédiques. OK, au Québec, on appelle ça des orthèses. Okay. Donc ça, c'est supposé aider les oignons. Ouais, un petit peu. Donc voilà. À quel point est-ce que tu aimes l'argent? J'aime l'argent parce que ça me permet de vivre des vraiment beaux moments avec les gens que j'aime, mais j'aime pas l'argent tant que ça. J'aime ce que ça me fait vivre. Oui, c'est vrai. C'est vrai que non, mais c'est vrai qu'il y a peut-être des gens qui aiment juste l'argent. Ou s'acheter des trucs aussi. Oui. C'est pas tant ça mon délire. Après, non, c'est plus les expériences, des bons restos, des voyages. Ça, c'est plus pour ça. Est-ce que tu as déjà pensé que tu allais mourir? Oui, ben là, récemment, j'ai pris un avion. Il y a eu tellement de turbulences. J'ai vraiment pas peur en avion d'habitude, mais là, il y a eu tellement de turbulences. L'avion, non seulement il allait de haut en bas, mais il allait de droite à gauche. C'était vraiment la folie. Puis je me suis dit, il y a une chance sur 200 que je meure. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup, tu sais, quand même, une chance sur... C'était mes statistiques que je m'étais... Donc, cette fois, récemment, j'ai cru que j'allais mourir, ouais. Et ça criait dans l'avion ou pas? Quand même. Quand il y avait des gros... Tout le monde en même temps, puis les gens se tenaient un peu comme au plafond. C'était quand même intense. Je fais partie des gens qui crient dans les avions. Ah ouais? Je perds absolument toutes les dignités du monde. Je fais genre... j'ai le visage de la terreur et c'est... Mais même un peu, tu vois. C'est... Vraiment, t'as déjà vécu ça, des grandes... Alors, je sais pas si c'est dur de mesurer si c'était autant que toi, mais j'ai déjà eu des hôtesses qui disent Go back to your seat, sit on the floor you have to, sit on the floor if you have to. Tu vois, genre, ça déconne plus. Et avec cette voix militaire, tu vois, genre, ça déconne plus maintenant. On n'est pas genre, rejoignez votre siège s'il vous plaît. C'est genre, c'est tout de suite, si vous n'êtes pas à votre siège, vous asseyez par terre. Wow. Parce que, en fait, oui, ça va faire comme ça et tu vas te prendre un accoudoir. Enfin, donc pour la personne aux toilettes, c'est difficile, ouais. Mais en fait, parce que le danger, ils te disent pas ça parce que tu vas te cracher, ils te disent ça parce que tu risques de tomber à l'intérieur de l'avion et de te taper, de te prendre un truc et de saigner de l'arcade sourcilière. C'est pas genre pour... Ouais, mais quand même, quand t'as peur, déjà ça. Et oui, au même moment, il y a un type qui a fait
un malaise comme ça, et ils ont hurlé, est-ce qu'il y a un docteur dans l'avion? Oh mon Dieu! C'était un petit peu beaucoup. Ouais, est-ce que tu es jalouse en amour? Non. Pas du tout. Non, je suis vraiment pas jalouse en amour. Non, Alyosha et moi, on n'a pas du tout une relation Ni l'un ni l'autre. de jalousie. J'ai déjà été dans ma première relation, on avait un peu cette dynamique on était un peu jaloux mais j'ai l'impression que c'est une dynamique qui s'installe au sein d'un couple. Donc je l'ai déjà été, mais non, je suis vraiment plus jalouse du tout. Puis une chance parce que on passe tellement de temps loin l'un de l'autre, sur des tournages, dans des tournées, on rencontre plein de gens tout le temps. Il y a tout ce truc où une chance qu'on n'est pas jaloux parce que ce serait infernal. Et vous n'êtes pas jaloux non plus du passé l'un de l'autre? Non. C'est très pur. Non, mais on est à ce niveau-là. J'imagine qu'on est assez pur. Mais non, moi, ça me plaît de savoir qu'Alyosha a un passé qui m'inclut pas, en fait. Ça me ferait un peu flipper que je sois la seule femme qui est connue. Surtout qu'on a commencé à sortir ensemble assez jeune, au final. Moi, j'avais 21, 22, lui 23. Là, on est dans notre trentaine. Il y a vraiment tout un truc où une chance on a les deux connu d'autres personnes parce que je crois pas que notre relation aurait duré aussi longtemps. S'il y avait pas eu... Non, mais vous êtes très équilibrés. Bravo. Toi, t'es jaloux? Je suis jaloux des. J'ai tendance à être jaloux des ex, Ouais. Mais de façon non rationnelle, c'est-à-dire que c'est pas du tout. Et c'est l'implacabilité de ce qui a été qui me. Ouais. Mais après, je m'en remets comprends. toujours, mais ça peut un peu m'obséder. Mais j'aimerais bien être comme vous et j'essaye de l'être et ça va mieux quand même. Est-ce que tu es susceptible d'avoir des désirs ou est-ce que tu as déjà eu du désir pour des gens bêtes? C'est-à-dire que j'ai déjà été avec des gens qui sont pas les plus intelligents de la Terre. J'ai déjà eu des amoureux, un peu concon. Un peu concon, ouais. Donc oui, quand même. De manière générale, la chose qui m'attire le plus chez quelqu'un, c'est vraiment et le sens de l'humour et le talent et des choses qui sont vraiment liées à l'intelligence, quoi. Donc de manière générale, non, mais je te mentirais si je te disais que jamais, parce que j'ai déjà été avec des gens un peu cons, quoi. Il y a eu des petites exceptions. Il y a eu des petites erreurs de parcours. Si tu sais que tu vas mourir demain, par exemple, non, on va dire, si tu es dans le couloir de la mort, death row, qu'est-ce que tu demandes comme dernier repas? Oh, je demande un repas fait par ma mère, c'est sûr. Je voudrais que ma mère me fasse... Elle a une recette que j'aime trop de poulet aux olives. Et c'est genre servi sur des tagliatelles. C'est trop bon. Donc, je pense le poulet aux olives de ma mère. Très bien, mais on va trouver ça. Toi, c'est quoi? Ma mère faisait ça quand j'étais petit, c'est du pain azim, c'est le matzot, c'est le pain hébreu, le pain des juifs, qui a une pain sans, c'est une sorte de biscotte vasa. C'est un peu blasphème de dire ça, mais en gros ça fait une sorte, c'est un pain perdu salé que tu te mets dans des œufs et tu fais un peu des œufs brouillés avec ça. J'ai pas réussi à y convertir beaucoup de gens, donc je pense que ça devait être très spécifique à mon enfance et que j'aime moi, parce que les gens ils font j'ai l'impression de manger du papier, c'est pas très agréable. Mais je pense que ce serait ça. Voilà. Qu'est-ce que tu penses du principe de la vengeance? Écoute, moi j'aime bien la vengeance. La vengeance intelligente. Je pense que la vengeance bête, comme ça, genre se venger. Mais beaucoup de mes chansons sont un peu des vengeances. Je pense que ça peut être quelque chose qui est assez sain au final quand c'est utilisé pour canaliser quelque chose à l'intérieur de soi. T'as déjà souhaité le malheur de quelqu'un qui t'avait fait du mal? C'est sûr que oui. C'est sûr que oui. Je pense que c'est normal, non? C'est complètement normal. C'est genre, non, alors moi, Jésus. Ça va. Non, mais oui, puis même, d'ailleurs, ma chanson « Tant pis pour elle » que je viens de sortir traite un peu de ça, justement. C'est de toutes ces pensées qui sont moins nobles, un peu perverses, mais qui sont vraies, qu'on ressent tous. Et donc, oui, j'ai 100% déjà souhaité du mal à quelqu'un qui m'a fait de la peine. Mais oui. 100%. Moi, je suis pas sûr que ce soit mal par essence. Il y a une sorte, quand la vengeance se fait, il y a une sorte d'équilibre de la justice qui fait que peut-être le monde est meilleur quand c'est équilibré, quoi. Je pense aussi. Après, je pense que la vengeance peut rendre les gens malades. Quand tu as une obsession de vengeance, c'est autre chose. Mais utiliser une épreuve ou un sentiment négatif que quelqu'un nous a fait sentir pour nous motiver à faire quelque chose de positif, je pense que ça existe à 100%. Puis moi, ça me motive à faire plein de choses. Une question bête pour finir. OK. Est-ce que tu préférerais ne pas avoir de coude ou ne pas avoir de genoux?
Les deux sont très désagréables et pas pratiques. OK. Mais donc, j'aurais pas du tout d'avant-bras, ni de... Si, l'avant-bras, c'est juste que c'est pas articulé. OK. C'est juste deux gros bouts de bois. C'est juste deux. Et voilà. Alors, j'ai déjà évidemment réfléchi un petit peu à la question, c'est-à-dire que tu dois dire au revoir au fait de boire. Ou de porter quoi que ce soit à ta bouche. C'est tellement fini. drôle. Et en revanche, si c'est les genoux, Ben là, tes démarches seront un petit peu tu vas être un peu Jambes de comme sur bois. des échelles. Voilà, exactement. Wow, c'est un choix déchirant. Je pense pas de genoux. Je pense que tu as raison. Comme ça, je peux continuer à faire de la musique. Exactement. Tu vas juste avoir une démarche pas gracieuse. Voilà. C'est ça va être ça le principal truc. Tu vas pas pouvoir ni courir vite, ni te déplacer sur de grandes distances. Mais c'est juste ça. Tu pourras faire toutes ces choses-là. Alors que Toi aussi, tu choisis les genoux? Bien sûr. Ouais, je pense que c'est le choix le plus rationnel. Bon, parfait. Voilà. Non, on s'entend bien. Voilà. Merci beaucoup, Charles. Merci, c'était vraiment chouette. Trop bien. C'était trop drôle. Bon, cet épisode, il est fini. Va y avoir plein d'autres épisodes. Et si vous voulez être sûr d'en manquer aucun, eh bien, cliquez sur le bouton qui permet de vous abonner à Smalltalk. Après, je sais que s'abonner, c'est un choix personnel, donc je vais pas vous forcer. Mais si j'étais vous, je le ferais. C'est tout ce que je dis. À dans 2 semaines, parce que c'est tous les 15 jours. OK ? Qu'en fait, avec le temps... Oh là là. C'est la première fois que ça arrive en 70 épisodes. Mais c'est pas grave, ça fait une petite rivière, regarde. Tu vois, c'est très bien. C'est une petite rigole. Une petite rigole ici.